Bonjour, nous sommes le 17 décembre, il est près de 16 heures, heure parfaitement calculée pour choper ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire un peu avant la tombée du jour. Mon cartoucheur attitré Raphaël, qui maîtrise avec une fameuse superbe cette chaîne que je vous recommande, un van sur la route, et qui fait tous mes cartouches, me dit toujours « Georges, il faut shooter à la golden hour ». Et donc, je shoot à la golden hour. Alors voilà, j'ai changé un peu de lieu pour venir chercher de la lumière, du soleil, oui, un peu, de la chaleur, non, pas de la chaleur, mais pour vous donner quand même autre chose que la pluie que nous avons depuis 2 mois et demi, presque tous les jours, presque sans arrêt. Et donc, ça va changer un peu. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas rater ça. Alors, c'est la dernière vidéo de l'année. Je vais faire un break la semaine prochaine. Je vous mettrai quand même, mais sans live chat, je vous mettrai la 3e et dernière partie, le 3e opus sur les fermentations, qui a été shooté au mois d'août, en pleine canicule, en chemise plus ou moins hawaïenne dans mon salon, tellement il faisait chaud dehors, Goliath ne pouvait pas être mis dans un four. Et donc, nous sommes restés à l'intérieur. Ça, c'est pour vendredi prochain. Donc, voilà, mais il n'y aura pas de live chat, ok ? Donc, on va laisser tourner ça. Bon, ça vous donnera un petit peu chaud. Et comme ça, il y aura quand même quelque chose à regarder, mais je ne serai pas présent sur le live chat. Ici, c'est la dernière vidéo de l'année. Et je m'empresse de venir au secours avec, évidemment, l'aide de Goliath, qui est en grande forme. Vous voyez, il est très bien, Goliath. Il a retrouvé une nouvelle vie, une nouvelle envie de vivre. Il s'habitue à sa quasi-cécité, il retrouve tous ses repères dans l'appartement, etc. Donc voilà, c'est aussi la célébration d'un Goliath qui est prêt pour une belle promenade et que nous allons prolonger au-delà du temps de la vidéo. Alors, tant que j'y suis, je vous montre, j'espère que je vais y arriver, vous devez probablement voir là dans le lointain, il y a de grosses masses de brouillard dans le fond de la vallée. Bon, je ne suis pas sûr qu'on le voit parce que moi je le vois très bien d'ici, mais je vais encore essayer. Vous voyez là? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Bref, je crois que vous l'avez quand même vu là tout au fond. Pourquoi? Parce que ce brouillard est très très dense le matin et il ne se lève pas dans le fond des vallées. Donc dans le fond de la vallée par laquelle je suis venu pour faire cette promenade au soleil et à la lumière, eh bien il y avait encore plein de brouillard. Donc c'est l'hiver et ce sont les fêtes. Et qui dit fête, ce sont des festivités, des ripailles, ok ? Alors, pour quand même vous guider un peu plus et surtout rassurer ceux qui ont un peu paniqué suite aux dernières vidéos, je me suis dit que j'allais vous reparler aujourd'hui des index glycémiques et insuliniques, ainsi que de la charge glycémique, parce que je constate, si vous voulez, que les ayant critiqués, en tout cas j'ai clairement critiqué l'index glycémique quand j'ai tourné cette capsule avec mon glucomètre, vous montrer un peu en pratique comment on pouvait apprendre de ces réactions face aux aliments, aux repas. Je vous avais parlé de certains repas qui avaient bien donné. Je vous avais mentionné aussi des repas qui n'avaient pas bien donné. Et donc voilà, on apprend du glucomètre, on ne devient pas nécessairement dépendant du glucomètre. Bon, alors j'entends dire que certains apprécient le glucomètre pour l'hérédité de
leur éviter de faire des dérapages. Okay, oui, c'est une façon d'appréhender le glucomètre, en tout cas un apprentissage. Mais bon, je crois qu'une fois qu'on a bien compris ce qui pose problème, l'idée c'est de ne plus le faire. Mais c'est vrai que le glucomètre, il enregistre, il y a une trace, tout le monde peut la voir. Il y a quand même un peu une pression qui vient de ce contrôle. Mais bon, c'est un contrôle qu'on s'auto-inflige. Hein. Donc voilà, c'est une question de motivation. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, voilà, j'ai appris certaines erreurs à ne plus commettre. Et pour le moment, je n'ai pas de glucomètre. Mais je referai probablement des essais pour voir si mon apprentissage est efficace. De toute façon, moi, je n'ai pas un gros problème d'HbA1c. Ce glucomètre va être très utile pour ceux qui ont une HbA1c trop élevée et qui ne comprennent pas trop comment ni pourquoi. Alors, tout n'est pas dans la compréhension via l'impact des repas. Je veux dire par là qu'il y a quand même une partie génétique à tout ça. Alors j'y travaille, je vous ai prévenu, j'ai déjà shooté une vidéo juste après l'été pour annoncer la couleur, c'est-à-dire ce nouveau génotype que je prépare qui est l'amylase 1A, AMY1A, amylase 1A, je vais changer de main parce que... voilà. Amylase 1A, et j'avance, on commence à avoir des retours, on commence à avoir des résultats patients. J'ai reçu notamment le mien, je suis hétérozygote, je l'avais annoncé autour de moi, j'avais prévenu, je suis hétérozygote, ce qui n'avance pas beaucoup. Ce qui sera intéressant à examiner, ce sont pas les hétérozygotes, parce que finalement ils sont un peu au milieu et ça ne va pas énormément changer les conseils que je leur donnais auparavant, mais ce sont les homozygotes des deux côtés, les homozygotes sauvages qui ont peu de copies de l'amylase. Vous savez que cette AMY1A, c'est un CNIV, c'est un copy number variant, c'est pas un SNP, c'est pas un single nucleotide polymorphisme, CNIV et pas SNP. Et donc il s'agit ici non pas d'un enzyme qui est plus efficace ou qui est moins efficace, mais il s'agit d'une multiplication des copies de l'enzyme. Et ça, c'est très original, c'est tout à fait différent de tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et donc, il y a du côté des homozygotes, moi en tant qu'hétérozygote, j'ai un nombre de copies banales, mais du côté des homozygotes, ceux qui ont peu de copies, je pense on va appeler homozygotes sauvages, mais je crois que je vais finir par laisser tomber ces histoires de sauvages et de variants, parce qu'en fait, ceux qui ont peu de copies sont les homozygotes ancestraux. Voilà. Alors, là, c'est des vrais sauvages, mais dans le DIO2, les homozygotes ancestraux ont été étiquetés variants. Oui, c'est à s'y perdre. En tout cas, ceux qui ont peu de copies, homozygotes ancestraux, appelons-les comme ça, sont très intéressants à repérer, parce que bon, il est évident qu'ils ont une mauvaise tolérance aux glucides. Okay, je n'en dis pas plus. Okay, je vais avoir deux longues vidéos sur ce sujet dans les masterclass que je viens de shooter, qui sortiront en mars. Okay, donc je vais vous laisser un peu mijoter jusque-là. Et je vais poursuivre mon apprentissage clinique, parce qu'avant de trop me lancer dans une forme d'enseignement au sujet de ce nouveau génotype pour mieux personnaliser la façon de manger, je préfère quand même me confronter à plusieurs dizaines
de résultats, notamment avec des patients que je suis depuis très longtemps, qui d'ailleurs n'avaient plus aucun génotype à faire, qui sont tout contents de refaire un nouveau génotype, et je connais leurs caractéristiques, je sais s'ils ont du mal à maîtriser leur poids, leur glycémie, leur hémoglobine glycosylée, leur insuline, parce qu'on va reparler de l'insuline aussi dans cette histoire d'amylase 1A. C'est pas simple, hein, l'amylase 1A. Je peux vous dire que j'ai passé une sale quinzaine, un rush pour être prêt pour enregistrer ces masterclass. Bon, in extremis, la veille, je me suis dit, ah, Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris. Il y a des subtilités et donc je vous réserve tout ça pour le mois de mars, ok? Ce qu'on va discuter aujourd'hui, au-delà de ces petites mises en bouche, si j'ose dire, pour l'amylase 1A, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est plutôt le fameux index glycémique que je réfute. Ben oui, alors voilà, je pense à un internaute qui me suit, qui m'encourage. Donc le pauvre, je l'ai un peu brusqué quand j'ai compris qu'il était un peu affolé de m'entendre dire que les index glycémiques ne valaient rien. Et l'impression qui m'est venue à l'esprit, c'est... il ne va pas aimer, mais je trouve que l'image est assez réaliste. C'est une moule qui s'accroche à son rocher, mais il ne faut pas s'accrocher à l'index glycémique. Ça vaut que dalle. Pourquoi? Parce que c'est un index glycémique d'un aliment. La notion en soi n'est pas mauvaise. C'est la surface comprise sous la courbe glycémique en réaction à la prise de l'aliment en question. Goliath, non, là, ouf. Oh là là. Regardez un peu la boue, mais il faut dire qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Oui. Et alors, Goliath, qu'est-ce que tu dis, toi, des index glycémiques? Tu t'en fous, toi, tu ne bois pas de sucre. Tu ne manges pas de sucre. Tu ne bois pas de sucre. Tu bois de l'eau. Bon. C'est un peu trouble, mais avec tout ce qui est tombé comme flotte, elle est fraîche. Donc, cet index glycémique d'un aliment, d'accord, c'est mieux que rien, mais de toute façon, c'est assez intuitif entre nous. Hein. Et les glucides, moi, index glycémique moyen, me dit-on. Ah bon? Eh ben, si ça c'est moyen, pour moi, c'est pas bon. Index glycémique bas. De toute façon, ce sont des index glycémiques d'aliments isolés. Ça ne veut rien dire. Okay? Alors, pour quand même un peu compléter le vocabulaire, on entend aussi parler d'index insulinique. L'index insulinique, c'est un peu le même principe. C'est la surface de la courbe, la surface comprise en dessous de la courbe insulinique en réponse à la consommation de l'aliment donné. Et quand on passe des index aux charges, la notion de charge, eh bien, on multiplie, si vous voulez, cet apport de glucose ou d'insuline. Je pense qu'on peut l'appliquer à l'insuline, mais on entend rarement parler de charge insulinique, quoique bon, on pourrait très très bien l'extrapoler à l'insuline. On entend parler de charge glucidique. Eh bien là, si vous voulez, c'est rapporté à une portion de l'aliment en question, parce qu'il y a des aliments dont on consomme de petites portions, parce que c'est dans les mœurs, si j'ose dire, ou des aliments dont on consomme une plus grande portion. Et évidemment, ça joue. Hein, parce que si on calcule tout en fonction d'un grammage précis, ça va amener des distorsions. Donc, charge glycémique correspond à l'index glycémique adapté à la portion. Mais tout ça, pour des aliments, n'a aucun sens. Mais non, ça n'a aucun sens. Parce que si vous revenez les pieds sur terre, si vous revenez dans la vie réelle, vous allez voir que tout dépend de l'association des aliments. C'est pour ça que moi, je vous demande bien clairement... Oui, là, par ici. Allez, viens. Non, pas par là. Allez, viens.
Et donc tout dépend du repas ou du plat. Et donc moi je veux bien parler de l'index glycémique. Bon là ça va plutôt être une charge, de la charge glycémique d'un plat. Ah oui. Et la charge insulinique du plat. Mais alors je vais vous en dire une autre qui est très importante. C'est que cette charge glycémique du plat, ou du repas, hein, on peut le faire pour le repas aussi, mais ça revient au même, va dépendre de l'ordre dans lequel vous mangez les aliments. Et donc, très important, il faut commencer par la protéine. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Alors, un vent légèrement contraire souffle de l'ouest des États-Unis avec la glucose goddess, comme elle s'appelle elle-même, Jessica Inchospé, qui est quelqu'un de brillant, qui, elle, propose de commencer par les fibres et puis les protéines. On est exactement sur la même longueur d'onde, consistant à finir avec les glucides et un petit dessert pour la fin, et surtout pas commencer par un fruit ou des folies pareilles. Mais, donc là, on est 100% d'accord. Moi, je préfère commencer par des protéines parce que ça a fait ses preuves. C'est quelque chose que j'ai conçu il y a près d'un quart de siècle, avec quoi j'ai débarqué à Londres à une époque où c'était le sucre tous azimuts, où c'était le fat bashing à fond les manettes, où les enfants étaient obligés d'aller à l'école avec des jus de fruits et des fruits dans leur petit casse-croûte du matin ou goûter de l'après-midi. Et on m'a amené ces enfants-là parce qu'ils prenaient du poids à vue d'œil. Il a fallu se battre contre tout ça et remettre de l'ordre. Et la chronologie parfaite de tout plat ou de tout repas, donc ça vaut pour un plat, ça vaut évidemment pour un repas, c'est de commencer par les protéines. Pourquoi pas par les fibres ? Je ne suis pas contre l'idée du tout, l'idée est bonne, mais ça dépend de quelle fibre, qu'est-ce qu'on appelle fibre. Est-ce que le patient lambda sait exactement ce que c'est qu'un aliment contenant des fibres qui convient pour commencer le repas? Alors, l'exemple que je prends toujours, c'est la salade verte vinaigrette qu'on sert à Lyon. Ça va fonctionner. Mais bon sang, il y a des légumes qui contiennent des fibres, mais qui contiennent aussi des glucides, et parfois qui sont quand même assez farineux. Alors de nouveau, le patient lambda, je m'aperçois que une majorité d'entre eux ne savent pas exactement ce que c'est que des légumes farineux. Alors oui, si vous commencez par les épinards, ça devrait aller. Mais si vous commencez par les aubergines ou des betteraves rouges, c'est des légumes. Ça ne va pas le faire. Donc, enfin écoutez, protéines d'abord, les légumes tout de suite après, les glucides viennent ensuite, et un petit dessert sucré, pourquoi pas. Alors, je me suis fait un petit pense-bête, parce que le temps passe. Viens Goliath, on va passer... oui, Goliath, on s'en fout, lui. Oui, hop. Voilà. Passer en dessous de la barrière. C'est une barrière qui empêche les véhicules non autorisés, vous la voyez. Bon, alors je me suis fait un petit pense-bête, parce que justement, sucre. Faut pas exagérer non plus. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai testé lorsque je portais le glucomètre. C'est par exemple de faire ma vinaigrette avec du vinaigre balsamique, qui, oui, est sucré. Alors, j'ai entendu « Oh non, surtout pas, oh docteur, un vinaigre sucré, vous êtes fou, vous allez tout... »
saccagé. Ah oui, index glycémique du vinaigre balsamique, je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître, il ne doit pas être terrible, mais l'index glycémique, ou la charge glycémique plus exactement, des essais que j'ai faits avec du vinaigre balsamique, ne changeait rien du tout. Je faisais du guacamole avec un vinaigre balsamique, en tant que vinaigre, parce que bon, là-dedans, il y a d'autres ingrédients, je vous laisse deviner, mais j'aime bien d'y ajouter du vinaigre, que ce soit du vinaigre de cidre de pomme, le vinaigre, pas la pomme, du vinaigre de cidre de pomme ou du vinaigre balsamique, ne va rien y changer du tout. Rien du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se priver du plaisir du vinaigre balsamique si on l'aime, alors que ça ne change rien du tout? Parce que l'index glycémique du vinaigre balsamique n'est pas bon? Mais on s'en fout des index glycémiques. Eh oh! On s'en fout des index glycémiques. Il faut voir beaucoup plus loin. Il faut regarder l'impact du repas ou du plat. Et là, on a droit quand même à un peu de plaisir, parce que si c'est pour déboucher sur une alimentation qui enlève tout plaisir, en plus de vous le dire, la capsule va sortir le 22 décembre, ça ne va pas être bien vu. Donc voilà, il y a moyen de se faire plaisir, il ne faut évidemment pas tomber dans l'excès inverse. C'est comme les desserts, un dessert sucré, ça va passer tout à fait tranquille, sauf si ça prend des proportions, sauf s'il finit par y avoir autant de desserts que de plats. Bon là, je peux vous dire que l'ordre des aliments va être saboté et que le fait d'avoir commencé avec des protéines ne va absolument pas rien changer à l'histoire. Vous allez avoir un pic de glucose et un pic d'insuline. Donc voilà, ne pas s'enlever tous les plaisirs, réfléchir globalement, pas aliment par aliment. Alors je me suis fait un petit pense-bête. Bon, beaucoup de gens qui utilisent un glucomètre se rendent compte qu'il y a des moments où leur glycémie est basse, et donc se disent « oulala, je fais des hypoglycémies ». Oui, en fait, c'est ça le drame des décennies de fat bashing. On a appris aux gens à totalement paniquer s'ils sont en glycémie basse. Alors oui, une glycémie basse, c'est une hypoglycémie, techniquement parlant. Oui, finalement, ça ne sait pas être autre chose. Mais si la glycémie est basse, ce n'est pas péjoratif. Ces gens qui font attention à ce qu'ils mangent ont une glycémie basse. S'ils se sont mis en time restricted eating, donc en jeûne intermittent, bien souvent, leur glycémie avant la rupture du jeûne est basse. Ils sont en hypoglycémie, mais ils n'en ressentent aucun effet. Il n'y a aucun problème à ça, parce que ça veut dire qu'ils sont adaptés aux graisses, fat adapted. Adapted ou adapted? Je ne sais plus trop passer d'une langue à l'autre. Tant que le break arrive, fat adapted, je pense que c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en remettre. Et étant fat adapted, il tolère les glycémies basses, qui sont donc de pseudo-hypoglycémies. Ce n'est pas vraiment des hypoglycémies. Voilà. Et les gens paniquent. Alors, on m'a même posé la question, alors ça j'ai dû le noter parce que ça ne me viendrait pas à l'esprit, mais bon, voilà, les gens s'interrogent. Vous savez que je réponds à toutes les questions, même celles qui sont un peu bizarres. Celle-ci est bizarre. Une hypoglycémie, entre guillemets, tout à fait normale, qui correspond à ce que je viens de vous décrire, eh bien voilà, cet internaute stressait et me disait, à quoi est-ce dû? Est-ce que c'est mon pancréas qui dysfonctionne? Mais non, ça veut dire que vous mangez comme
tout le monde devrait manger, c'est-à-dire d'une façon qui permet au corps de passer d'un carburant à l'autre, de passer du glucose aux graisses, et on doit absolument utiliser les deux moteurs. C'est valable en sport aussi. Le sport purement basé sur le glucose, ça appartient au passé. C'est une grosse erreur, sauf évidemment des phases très intensives où bien entendu le glucose est le carburant de choix. Mais dans la plupart des sports, on passe de l'intensité élevée à l'intensité on va dire basse ou intermédiaire ou d'entretien. Et il faut justement être capable de brûler les deux types de sucre. Et c'est d'ailleurs, par exemple, dans une course cycliste, ce qui va faire la différence dans le final, c'est d'avoir pu brûler des graisses pendant toute une partie de la course, d'avoir préservé une partie de son glycogène qui est disponible pour le final. Et là, évidemment, il n'est pas question de rester en dedans, c'est tout dehors. Et bon, là... bien entendu, c'est le glucose qui va jouer. Donc, il faut toujours pouvoir faire les deux. Et ne vous inquiétez pas de voir des glycémies basses pour ce genre de circonstances. Alors, oui, un dernier point, puisque ça va être fini. C'est quand même triste qu'on entende autant de réticences. On entend des pharmaciens qui ne veulent pas vendre un glucomètre, alors qu'ils en ont, parce que soi-disant il faut que le diabétologue donne l'autorisation. Les diabétologues s'occupent des diabétiques, d'accord, mais ils ne s'occupent pas de prévention, que je sache. Ils n'en parlent jamais, ça ne les intéresse pas. Et donc, en quel honneur est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore prédiabétique, résistant à l'insuline ou totalement diabétique ne pourrait pas examiner comment son corps fonctionne et se servir des indications d'un glucomètre. Alors, il y aurait éventuellement des restrictions. Ça dépend peut-être du pays, ça dépend du pharmacien. Bon, écoutez, de toute façon, si les pharmaciens sont eux aussi totalement focalisés sur la médecine maladie, vous avez la liberté sur Internet d'acheter un glucomètre et de... Oh, regardez. Ce sont des sclérodermes, des champignons, probablement Scléroderma citrinum. Voilà, donc nous allons poursuivre notre promenade. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Je vous donne rendez-vous à la rentrée avec un nouvel enthousiasme, des nouveaux sujets. On redémarre. On termine aujourd'hui cette séquence glucose, insuline, jeûne et toute cette chronicité pour éviter le piège qui s'ouvre devant tellement de gens de nos jours, qui est celui du prédiabète et de la prise de poids et de l'obésité in fine. Et j'espère qu'on a quand même donné des pistes pour rester en bonne santé. Et je vous laisse sur... voilà, c'est ça la Golden Hour. On va aller retrouver les derniers rayons de soleil là au bout. Je vous montre une dernière fois mon petit Goliath, vous voyez, qui promène très très bien. Ok. Allez, à la prochaine, à l'année prochaine. Salut.